Numéro 1. La capacité de vivre grâce aux revenus de vos ressources personnelles. Cela devrait être le but de chaque personne vivant dans un pays libre, en particulier dans un pays capitaliste. Cela devrait être l'objectif de tout le monde. Maintenant, combien de ressources avez-vous besoin, n'est-ce pas? Cela dépend de la façon dont vous voulez vivre, mais si vous souhaitez vivre modestement, il ne faut pas tant de ressources sur une période assez courte pour avoir suffisamment de ressources pour vivre modestement. Si vous souhaitez vivre plus luxueusement, bien sûr, vous devez accumuler plus de ressources, mais c'est ma vision de l'indépendance financière. Ainsi, vous pouvez vivre grâce aux revenus de vos ressources. Maintenant, voici ce que cela fait d'autre. Maintenant, vous pouvez choisir le travail que vous faites. Maintenant, vous pouvez choisir de travailler ou de ne pas travailler. Maintenant, vous pouvez travailler, non pas parce que vous devez, mais parce que vous le voulez et c'est votre passion. Quand nous parlons aux enfants de l'indépendance financière, nous disons, faites ce que vous avez à faire le plus rapidement possible, afin de pouvoir faire ce que vous voulez faire aussi longtemps que possible. La phrase clé suivante, l'économie est importante. Tout le monde devrait se spécialiser en économie parce que c'est une partie vitale de votre vie. Un salaire est si vital car, tout d'abord, il assure votre survie et celle de votre famille. Avant de passer à la deuxième, vous trouverez en dessous de cette vidéo les meilleurs livres de Jim Rohn. Abonnez-vous à notre chaîne et laissez vos avis en commentaire, votre avis compte beaucoup pour nous. Deuxièmement, il offre la possibilité de réussite. Certaines personnes estiment que nous ne devrions pas passer autant de temps à parler d'argent. Mais nous devrions vraiment le faire. Certaines personnes disent, eh bien, vous savez, l'argent est la racine de tout mal. Ce n'est pas vrai. Voici ce que cela dit vraiment. L'amour de l'argent est la racine de tout mal. Et je suis sûr que tout le monde ici a abandonné l'idée de tomber amoureux de l'argent. Parce que cela ne sert à rien. Voici ce qui est noble, ce que l'argent peut faire. Les projets qu'il peut soutenir. Le soulagement de la dette qu'il peut créer. Construire une muraille financière autour de votre famille, rien ne peut passer. Donc, l'économie est importante. La clé, bien sûr, est ce que vous en faites. Si vous gagnez beaucoup, vous devriez donner beaucoup. Phrase clé de l'Antiquité. Voici ce qu'elle dit. Si on vous a donné beaucoup, maintenant, beaucoup est exigé. Si on vous a confié une grande responsabilité, beaucoup est exigé. Si on vous a donné beaucoup de richesses, maintenant, beaucoup est exigé. Tout le monde doit résoudre cette question de l'argent à rechercher. Devriez-vous rechercher l'argent? Devriez-vous rechercher le succès? Et voici la philosophie que nous avons déjà abordée. Vous devriez gagner autant que possible dans le temps raisonnable consacré à l'économie, au travail, aux affaires. Temps raisonnable consacré à l'économie, au travail, aux affaires, à l'avenir, à l'entreprise. Avec cette entreprise et avec ce travail, la clé est de gagner autant que possible. Tout en équilibrant votre vie avec tout le reste, sans sacrifier vos amitiés. Sans sacrifier vos valeurs, sans sacrifier votre intégrité. Parlons maintenant de ce qu'il faut faire avec le dollar, en particulier pour les adolescents et les enfants. C'est vraiment important car c'est l'un des meilleurs endroits pour commencer. Quoi faire avec le dollar? Maintenant, voici la tendance et l'attitude, car l'attitude détermine une grande partie de nos vies. Quelle différence cela fait-il si un enfant a $1? Lorsque vous demandez, que devrait-il en faire? Ce n'est qu'un enfant et ce n'est qu'un dollar. Mais voici où tout commence. Votre voyage financier commence par ce que vous faites avec le premier $. C'est là que tout commence. Bien sûr, vous pouvez faire les mauvaises choses et finalement les corriger. Trouvez un meilleur chemin, mais tout commence par ce que vous faites avec vos ressources. Fermez cette phrase. C'est l'une des meilleures pour le week-end. Voici les 2 défis de la vie. Numéro 1. Le développement de tout notre potentiel. C'est le défi numéro 1. Le défi numéro 2 est l'utilisation judicieuse de toutes nos ressources. Cela résume la vie en général, le développement de tout notre potentiel et l'utilisation judicieuse de toutes nos ressources.
parce que quand j'ai rencontré Shelf et qu'il m'a demandé quelle était ma situation financière, il a dit, combien d'argent avez-vous économisé et investi au cours des 6 dernières années? Et j'ai dit, 0, il a dit, ce n'est pas un bon chiffre. Voici ce que je lui ai dit. Si j'avais plus d'argent, j'aurais un meilleur plan. Maintenant, notez cela, car voici ce qu'il a dit. Si vous aviez un meilleur plan, vous auriez plus d'argent. Prochaine phrase clé. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est le plan qui compte. Alors commençons par quelque chose d'aussi apparemment petit que 1. Que devriez-vous en faire? Voici ce que nous enseignons surtout aux adolescents. Vous ne devriez jamais dépenser plus de 70 centimes. Ne jamais dépenser plus de 70 centimes de chaque dollar que vous gagnez ou de chaque dollar qui vient à vous en cadeau ou en travail. Maintenant, vous devez avoir un plan pour ce que vous allez faire avec votre dollar. J'ai élaboré ce petit plan simplement à titre de suggestion, puis vous devez faire le reste pour le réviser et faire ce que vous voulez en faire. Mais voici ce que j'enseigne, ne jamais dépenser plus de 70 centimes. Vous devez choisir quelque chose, un chiffre. C'est le meilleur que j'ai pu trouver. Maintenant, nous avons encore 10 centimes et encore 10 centimes et encore 10 centimes, ce qui fait les 30 plus les 70, ce qui fait le dollar complet. Donc, nous ne dépensons rien de plus que 70 centimes. Maintenant, que faisons-nous des 30 autres centimes? Voici certaines des informations les plus importantes. 10 centimes sont pour la charité, l'église ou tout autre projet digne dans lequel vous pourriez vous engager. Voici l'une des meilleures choses à enseigner aux enfants, la générosité. Car d'abord, nous allons enseigner l'abondance pour fournir plus que ce dont vous pourriez avoir besoin pour vous-même. La philosophie d'être fructueux dont nous avons parlé hier signifie produire plus que ce dont vous avez besoin. Ainsi, vous avez plus que la nécessité. Vous avez quelque chose à partager. Certaines églises enseignent à donner 10% de la dîme, comme ils l'appellent, ce qui est bien. La clé est de soit administrer ces 10 centimes vous-même, soit de les donner à une institution, une église ou autre, et de les laisser les répartir. Laissez-les les mettre là où c'est nécessaire. Maintenant, si vous allez donner à une œuvre de charité ou à une église, vous devez les laisser vous faire visiter et vous montrer où va l'argent. D'accord. Si vous vous séparez de l'argent, laissez-les vous faire visiter. Voici où vont les 10%. Si vous allez parler, car cela vous donne une grande joie de donner 10%, car vous dites, et, voici ce que cela fait. Voici ce que cela fait. Voici où cela va. Voici. Maintenant, les 10 centimes suivants sont appelés l'utilisation du capital. J'ai le privilège unique d'enseigner le capitalisme en Russie maintenant. Quand je suis allé pour la première fois, je vous ai dit, 8000 dans ma classe à Moscou. J'enseigne le capital. Permettez-moi de vous donner maintenant ma définition du capital et du capitalisme. C'est juste en quelques phrases. Parce que Marx avait tort. Lénine avait tort. Ils n'ont pas compris le capitalisme. Voici ce qu'ils enseignaient. Le capitalisme est une grande entreprise qui maltraite ses travailleurs. Je veux dire, à quel point pouvez-vous être ridicule? N'importe qui peut maltraiter une autre personne. On ne l'appelle pas capitalisme. Un enfant peut maltraiter un autre enfant. On ne l'appelle pas capitalisme. Une famille peut maltraiter une autre famille. On ne l'appelle pas capitalisme. Les gens peuvent maltraiter d'autres personnes. Ce n'est pas du capitalisme. Que ce soit une grande entreprise, c'est mal, peu importe ce que c'est. Mais il disait, non, non, c'est le capitalisme. Une grande entreprise qui maltraite ses travailleurs. C'est ridicule. Nous aurions dû être là-bas pour débattre de ce sujet. Voici ce que sont le capital et le capitalisme. Alors notez cela. Le capital est toute valeur que vous mettez de côté pour être investi dans une entreprise qui apporte de la valeur sur le marché, espérant réaliser un profit. Voilà ce qu'est le capital et le capitalisme. Maintenant, le capital est la valeur que vous mettez de côté. Prendre ce capital et l'investir dans une entreprise et apporter la valeur sur le marché,
nous appelons cela le capitalisme. Le capital et le capitalisme. C'est si simple que le gâcher avec une sorte de philosophie bizarre est une honte. Maintenant, qui peut comprendre cela? Tout d'abord, les agriculteurs comprennent. Voici ce qu'est le maïs de semence. C'est du capital. Le maïs de semence signifie la graine que vous mettez de côté pour être plantée dans le sol, entretenue en été, espérant réaliser un profit et une récolte à l'automne. Ainsi, l'agriculteur met de côté son maïs de semence. Question, laisserait-il sa famille le manger? Non, cette graine ne doit pas être mangée. Elle doit être investie dans le sol, prendre un risque, être entretenue en été, récoltée et multipliée à l'automne. Maintenant, c'est la même chose pour une partie de votre argent. Si vous mettez de côté, et je suggère, une partie de votre capital devrait être mise de côté pour une entreprise qui montre un profit. Et nous pouvons enseigner aux enfants les fondamentaux précoces du capitalisme. Si un enfant achète une bouteille de savon pour 2 et la vend pour 3, peut-être qu'il va chez le voisin et dit « J'ai ce savon. Maman l'utilise. C'est vraiment génial. J'aurais besoin de gagner un peu d'argent en plus. Si vous achetiez le savon, je pourrais gagner un peu d'argent en plus. Il ne coûte que 3 et je suis juste à côté. Je m'occupe de vous quand vous êtes occupé. » Assez simple. Voici Brown qui dit, pour être honnête avec vous, j'ai beaucoup de savon. Il dit que vous feriez mieux de me laisser entrer et vérifier. Les enfants n'ont pas besoin de cours de vente. Ils n'ont pas besoin de 13 techniques de fermeture. Maintenant, Monsieur Brown a dit, d'accord, tu m'as eu. Voici mes 3. J'achèterai une bouteille de savon. Maintenant, nous devons enseigner à l'enfant quoi faire avec ces 3. Donc, notez cela. Voici ce que nous disons. Vous devez maintenant mettre de côté les 2 que vous avez d'abord investis pour acheter une autre bouteille de savon. Il dit, eh bien, c'est vrai. Vous ne pouvez pas dépenser les 3. Vous seriez hors service. Les enfants peuvent comprendre ces choses. Certains adultes, vous voyez, ne le savent pas. Vous ne pouvez pas dépenser les 3 entiers. Vous devez mettre de côté 2 pour pouvoir acheter une autre bouteille de savon, pour pouvoir la vendre 3 et réaliser un profit d'$1. Maintenant, une fois que l'enfant a maintenant un profit d'$1, maintenant que devrait-il faire avec le dollar? C'est la formule que j'ai élaborée pour savoir quoi faire de ce dollar. Ne dépensez pas plus de 70 centimes, 10 centimes pour l'église ou la charité, 10 centimes pour réinvestir dans votre entreprise afin que vous puissiez un jour acheter plus d'une bouteille. Vous n'avez pas besoin d'être General Motors pour comprendre cela. Et les mécanismes du capitalisme. Maintenant, devinez ce que nous appelons ce petit enfant qui est maintenant engagé dans cette entreprise et qui réalise un profit. Nous l'appelons un capitaliste, et les communistes disaient autrefois, ces capitalistes sans valeur, ce petit enfant qui vend une bouteille de savon, c'est un capitaliste. Ils ne comprenaient pas. Et avec leur philosophie diabolique, le capital appartient à l'État. Il ruine chaque nation qu'il, voici la clé. Donc 10 centimes pour montrer un profit. Maintenant, voici les autres 10 centimes. C'est 10 centimes que vous investissez et que vous laissez quelqu'un d'autre l'utiliser. Cela s'appelle le capital actif, où vous participez réellement à l'entreprise qui réalise un profit. Maintenant, 10 autres centimes sont pour le capital passif, où vous laissez quelqu'un d'autre utiliser ces 10 centimes sur chaque dollar. Il les utilise et il vous paie pour l'utilisation de cet argent. Cela s'appelle le capital passif. Donc, nous avons le capital actif et le capital passif. Peut-être que vous investissez cela dans une action. Éventuellement, si vous avez assez d'argent dans l'action. Et il peut aussi y avoir une augmentation de la valeur de l'action. Donc, voici la petite formule que j'ai élaborée. 10 c'est très simple. Et les enfants peuvent comprendre. Les enfants peuvent comprendre. Les entreprises auxquelles les enfants peuvent participer en commençant tôt. Comme Charlie l'a dit, n'est-ce pas? Il a impliqué ses enfants dans l'entreprise. Le prix. Faire un profit. Montrer un profit. Maintenant,
lorsque vous commencez, si vous êtes un adulte, maintenant, vous pouvez être dans une telle mauvaise situation financière que vous ne pourriez pas faire le 70, 10, 10 et 10. Si vous êtes vraiment dans une mauvaise situation, vous pourriez devoir faire le 97, 1, 1 et 1 parce que cela peut être nécessaire pour payer vos factures. Si vous n'avez pas eu un bon plan jusqu'à présent, mais notez cela maintenant, ce n'est pas la somme qui compte, c'est le plan qui compte. Donc, disons que vous étiez dans une situation financière si mauvaise que vous deviez commencer par 97, 1 pour la charité, 1%, un autre. 1% pour le capital actif, un autre % pour le capital passif. Maintenant, voici la clé pour faire augmenter ces chiffres et faire baisser ce chiffre. Si vous faites réellement cela, vous ne pouvez pas croire à quel point c'est excitant de voir les chiffres changer. Rappelez-vous ce que Shaw a dit, si vous changez quoi? Tout changera pour vous. Si vous commencez à changer, je vous le dis, ces chiffres commenceront à changer. Et la première chose que vous savez, ces chiffres continuent à monter, 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 monter jusqu'à ce que finalement vous puissiez arriver à 70. Maintenant, lorsque vous gagnez beaucoup d'argent, ces chiffres doivent tous changer à nouveau. Vous savez, si vous faites fortune, vous ne pouvez pas dépenser 7%. Ce serait obscène. Je dépense probablement moins de 10% de mon revenu. Donc, ce numéro, c'est là que j'ai dû commencer 97, finalement arriver à 70, 10, mais maintenant, avec le temps qui a passé pour moi et mes fortunes ont augmenté, ce 70 est descendu à 10. Et maintenant, vous pouvez imaginer si le 70 est descendu clairement à 10, vous pouvez imaginer maintenant ce que ces chiffres vont, ces chiffres maintenant. Voici ce que c'est, un bon plan à envisager. Donc, prenez note, c'est votre vie et c'est votre avenir et c'est votre économie. Ceci n'est qu'un plan suggéré. Vous pouvez déchirer celui-ci et en élaborer un à votre manière. Je suis juste ici pour remuer la marmite. Je suis là pour stimuler votre esprit, pour vous faire réfléchir. Maintenant, voici 2 ou 3 autres clés sur l'indépendance financière. Voici le numéro 1, tenez des comptes stricts. Une partie c'est juste par habitude, et l'autre partie c'est pour l'estime de soi, et l'autre partie c'est pour l'avenir. Tenez des comptes stricts. C'est juste une bonne habitude à avoir. C'est comme ramasser les ordures. Ne pas jeter le cellophane du cure-dent par terre. Cela devient la personne que vous êtes. Tenez de bons comptes. Voici le suivant. Payez vos impôts. Je suis enfin devenu un contribuable heureux. Voici ce que le paiement des impôts fait. Il nourrit loi qui pond les œufs d'or appelées opportunités américaines. Vous dites, eh bien, loi mange trop. Probablement vrai. Mais notez, mieux vaut une oie grasse qu'aucune oie. Voici la clé suivante. Tout le monde devrait payer. Ma philosophie personnelle. Tout le monde devrait payer des impôts fédéraux ainsi que des impôts d'État ou autre chose. Il n'est pas sage de laisser un tiers des citoyens américains échapper à l'impôt fédéral. Pourquoi? Voici ce que cela fait. Si vous les laissez échapper aux rôles fiscaux fédéraux, cela les prive de la dignité. Ils doivent payer des impôts d'État. Ils doivent payer, eux, la taxe de vente. J'essaie d'écrire ce livre depuis si longtemps appelé bien sûr, les enfants devraient payer des impôts. Quand un enfant en Californie entre dans un 7-Eleven et achète quelque chose, coûte $1, le propriétaire demande à l'enfant 8 autres pennies. L'enfant dit, qu'est-ce que c'est que ces 8 pennies? Il dit, c'est la taxe. Les impôts. L'enfant dit, j'ai seulement 8 ans, et le propriétaire dit, félicitations, tu es mon plus jeune contribuable. Donne-moi l'argent. Les enfants devraient-ils payer des impôts? Oui. Si vous voulez faire du vélo sur le trottoir au lieu de dans la boue, vous devez cracher les 8 pennies. Et si vous êtes pauvre? Payez-vous les 8 pennies? Oui. Et si vous êtes riche? Oui. Cela signifie que tout le monde devrait payer la même chose devrait s'appliquer au niveau fédéral. Peu importe si c'est $10 par an. Peu importe si ce n'est que $100 par an. Aussi pauvre que vous puissiez être, vous devez dire,
peu importe à quel point je suis pauvre. Je ferai ma contribution. Combien pensez-vous que coûtent les porte-avions? Nous payons nos impôts pour qu'un policier patrouille pour que nous puissions dormir comme un bébé. Et, l'Air Force ne dort pas. L'armée ne dort pas 24 heures, pour que vous puissiez dormir. Autant de temps que nécessaire. La tranquillité d'esprit. Vous avez compris maintenant? Je dois payer pour mon porte-avions. Je dois payer un jeune volontaire qui risque sa vie dans des atterrissages de nuit sur un porte-avions. Vous devez payer si vous voulez ce genre de sécurité dans le monde. Bien sûr, nous pouvons parfois ne pas être d'accord avec la politique gouvernementale et tout le reste, mais je vous dis. Tout le monde doit payer. Maintenant, voici l'une des meilleures histoires jamais écrites. Selon les archives, Jésus et ses disciples étaient un jour à la synagogue. Et en cette occasion, ils avaient un projet intéressant. Et c'était de se tenir à l'extérieur de la synagogue pendant que les gens commençaient à venir. Mettant de l'argent dans le trésor de la synagogue et comme Jésus et ses disciples se tenaient dehors en regardant les gens passer mettant leur argent dans le trésor. Il dit que certains sont venus avec de grosses sommes les ont mises dans le trésor. Il dit que certains sont venus avec des sommes modestes, certains sont venus avec de petites sommes. Ensuite, vient une petite dame, et elle met 2 pennies dans le trésor. Et Jésus dit à ses disciples, regardez ça. Ils disent, 2 pennies? Qu'est-ce que c'est que 2 pennies? Il dit, non, vous ne comprenez pas. Elle a donné plus que tout le monde. Ils disent, 2 pennies, c'est plus que tout le monde? Il dit, oui. Parce que je suis sûr que ces 2 pennies représentaient la plupart de ce qu'elle avait. Donc, puisqu'elle a donné la plupart de ce qu'elle avait, elle a donné le plus. Maintenant, voici ce qui ne s'est pas produit dans l'histoire. Je suis tellement brillant que je peux vous donner ce que l'auteur a omis. Voici ce qui ne s'est pas produit. Quand la petite dame a mis ses 2 pennies dans le trésor et est partie, voici ce qui ne s'est pas produit. Jésus n'est pas parti à la poursuite de cette petite dame. Il a dit, attends, petite dame. Mes disciples et moi avons décidé que tu es tellement pitoyable, et tu es tellement pauvre, nous avons décidé de sortir les 2 pennies du trésor et de te les rendre. Je vous le dis, cela ne s'est pas produit. Si cela s'était produit, elle aurait été quoi? Insultée. Et, ce n'était que 2 pennies. 2 pennies, mais c'était la plupart de ce que j'avais. Me voleriez-vous la joie de donner mes 2 pennies? Donc, cette scène ne s'est pas produite. Alors notez cela. Jésus a laissé ses 2 pennies dans le trésor, même si elle était pleine. Que signifie cela? Tout le monde doit payer, même si ce n'est qu'$1.